Israël à la conquête de l'Afrique, ou plutôt à la reconquête de l'Afrique, à en croire son Premier ministre Benjamin Netanyahou. On l'écoute. Tous les pays africains, tous sans exception, peuvent bénéficier d'une coopération renforcée avec Israël. Je l'ai déjà dit et je le redis, Israël revient en Afrique et l'Afrique revient en Israël. Et dans le même temps, les immigrés africains sont sommés de rentrer chez eux. Accepter de quitter le territoire ou aller en prison, c'est la solution radicale adoptée par Israël depuis quelques semaines. Mais sa politique envers les migrants va-t-elle réduire son influence sur le continent? L'histoire nous éclaire. On replonge sur les liens historiques entre l'Afrique et le continent, entre Israël et le continent, avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. À quand remontent les premiers contacts entre Israël et le continent? Au milieu des années 50, vers 1956, au moment où Golda Meir était ministre des Affaires étrangères. Et donc Israël venait à peine d'être créé. Israël a 8 ans et il débarque en Afrique, notamment via le Ghana, l'Éthiopie, en disant, voilà, nous aussi, nous avons été saignés à blanc par les Européens qui vous ont colonisés. Nous sommes des pays jeunes, vous allez vous libérer. Nous venons de construire notre État, travaillons ensemble. Et ça marche, ça accroche. Les Israéliens fournissent de l'aide médicale, des conseils ou donnent des bourses. Simplement, il y a une ambiguïté qui s'installe dès l'origine. C'est-à-dire qu'au moment où Israël s'ouvre à ces pays africains, eh bien, elle s'associe à la Grande-Bretagne et à la France pour attaquer l'Égypte, pays africain. Et quel pays! Donc, à partir de ce moment-là, Israël est perçu de façon très ambivalente. Parce que, n'oubliez pas, on est dans la guerre froide. Il y a des dizaines de mouvements de libération en Afrique, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, qui sont soutenus par l'Égypte, par l'Union soviétique, par le FLN, et pour qui les Palestiniens sont un peu un peuple symbole de peuple en lutte. Et pendant la décolonisation, alors qu'un certain nombre de pays africains vont se braquer, Israël va s'allier avec l'Afrique du Sud. Comment on explique ce rapprochement ? Eh bien, dans les années 60, Israël cherche des alliances, car il a toute l'hostilité du monde arabe alentour, cherche des alliances, et donc il s'allie à l'Afrique du Sud, mais c'est un pur mariage de circonstances. Israël condamne à l'ONU l'apartheid. Dans son discours, elle s'inscrit en faux contre l'apartheid, mais collabore très étroitement dans beaucoup de domaines, notamment le nucléaire et le balistique. Et ceci dure à peu près jusqu'en 1967. La rupture est consommée donc en 1967 avec le continent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, en 1967, une quinzaine de pays, plus de pays africains rompent soudain les rapports avec le gouvernement israélien dans le sillage de la rupture de tous les pays de l'Est, tous les pays sous domination soviétique qui rompent avec Israël. Et donc toute l'opinion anti-impérialiste de Cuba jusqu'au Vietnam se tourne contre l'Amérique et son allié Israël. Et là, Israël maintient ses rapports avec l'Afrique du Sud, malgré l'opprobre qui tombe sur le régime sud-africain. Et alors, il y a un deuxième bond de rupture avec l'Afrique, c'est la guerre d'octobre 73, que les Israéliens appellent du Kippour et les Arabes du Ramadan, où l'embargo sur le pétrole par les pays arabes conduit pratiquement la quasi-totalité des pays africains qui avaient encore des relations avec Israël de rompre totalement. Et alors là, Israël est isolé, ses rapports ambigus, équivoques avec l'Afrique du Sud sont critiqués. La communauté juive d'Afrique du Sud, qui est la plus grande d'Afrique, 110 000 personnes, suscite des intellectuels qui s'opposent aussi à l'apartheid. Bref, il a fallu qu'il y ait l'accord de paix entre l'Égypte et Israël en 1977. Et là, beaucoup de pays africains se sont dit, bon, c'est le pays phare du monde arabe, qui abrite la Ligue arabe, se réconcilier avec Israël, il n'y a aucune raison pour que nous soyons plus royalistes que le roi. Et donc, ils reprennent peu à peu les rapports diplomatiques et économiques avec Israël. Et pourquoi, depuis, les relations sont en dents de scie avec Israël? Eh bien, là, c'est un débat à l'intérieur même d'Israël, c'est un débat très académique, parce que on reproche au gouvernement israélien de chercher en Afrique d'abord des États qui, dans les votes à l'Assemblée générale de l'ONU, votent pour Israël ou à la rigueur s'abstiennent. Par exemple, dernièrement sur la résolution qui condamne la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'Israël seule, a été appuyée par un seul pays africain, c'est le Togo. Néanmoins, le gouvernement israélien a créé
un département qui s'appelle le Machav, qui est un département de coopération internationale pour tous les pays, mais qui cible l'Afrique en intervenant par exemple dans l'agriculture, en formant chaque année des centaines d'agriculteurs africains, d'étudiants, de l'aide médicale, de la coopération de la construction, mais aussi, par exemple, si on regarde une carte de l'Afrique, on va voir une division du continent entre le nord et le sud. Au sud, regardez par exemple, au sud de l'équateur, toute l'Afrique a des relations diplomatiques avec Israël. Israël, il y a à peu près 10 ambassades. Et en plus de ça, en plus de la coopération médicale, agraire, il y a une coopération beaucoup plus discrète, pas totalement secrète, c'est la coopération militaire, l'expertise tactique, la livraison d'armement pour des pays africains, comme on le voit sur la carte, qui affrontent des groupes terroristes. Et enfin, il y a des pays africains, dont la garde présidentielle et la sécurité des élites dirigeantes sont encadrées par les Israéliens. Donc tout ça fait qu'effectivement, depuis 2009, avec le voyage d'Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères, et en 2016, du chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, il y a une présence israélienne qui s'enracine avec des appuis très forts dans la Corne de l'Afrique, Kenya, Éthiopie et maintenant le Soudan du Sud. Simplement, vous le disiez tout à l'heure, ce soft power israélien qui est apprécié diversement est entaché par la situation qui est faite aux 40 000 immigrants africains. Justement, cette position d'Israël est quand même assez paradoxale. Le pays continue de s'implanter en Afrique et en même temps, elle ordonne à tous les migrants africains illégaux de quitter son territoire. Est-ce que cela peut avoir des incidences sur les relations économiques et diplomatiques, Slimane ? Sur les rapports des réactions des États qui coopèrent avec Israël pour leurs intérêts, je ne crois pas beaucoup. Néanmoins, au plan des opinions publiques, j'étais en Israël, j'étais à Tel Aviv il y a 3 jours, et j'ai discuté avec des amis israéliens, des journalistes, sur l'attitude du gouvernement qui demande au gouvernement, par exemple, du Rwanda, d'accueillir 25 000 immigrants, moyennant une prime de $5 000 par immigrant reçu. Alors le président Kagame, voyant ça, dément. C'est quand même assez désobligeant pour lui. L'Ouganda aussi dément, mais ils sont perçus comme ils ont été pressentis comme des pays à qui on devrait leur filer ces immigrés. Alors du coup, ça a suscité un mouvement de révolte à l'intérieur d'Israël. Il y a des pilotes d'avions de la compagnie El Al qui ont dit à leurs collègues de ne pas transporter d'Africains. Il y a des rabbins, la société civile se mobilise contre ce qu'ils considèrent comme une véritable négation de l'héritage juif d'Israël. Merci beaucoup Slimane Zeguidour pour votre analyse.